Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Ici, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Alors profitez-en et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flavie Prévost. Flavie du podcast et de l'incubateur Solopreneur que vous connaissez très certainement parce que vous la voyez partout sur LinkedIn. D'ailleurs, Flavie, je t'avoue, c'est comme ça que je t'ai rencontrée et je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi aussi, les filles, vous étiez venues sur le podcast me raconter votre parcours d'entrepreneur, sœur entrepreneur, c'était extra donc une rencontre par podcast interposé. Exactement. Et aujourd'hui, Flavie, si je t'ai fait venir, c'est parce que toi, tu as un super parcours. Toi, tu es aujourd'hui, effectivement, on te connaît pour le board et l'incubateur pour solopreneur, mais tu as une vie très, très riche avant. Tu as un parcours notamment de head of sales, donc pour ceux qui parlent pas très bien anglais, on va dire de directrice commerciale dans des grands groupes comme Sixt. Tu es intervenue aussi dans le groupe La Poste. Donc, toi, tout ce qui est commercial, c'est quand même une grosse casquette. Tu sais gérer les partenariats commerciaux, et j'insiste sur le mot commerciaux, comme vraiment une pro, une experte. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir aujourd'hui, pour que tu nous parles de comment on développe et on anime un réseau de partenaires commerciaux. Et merci d'avoir répondu présente. Merci, puis c'est pas tous les jours qu'on a un commercial qui vient sur un podcast de marketing. Alors tu sais, moi j'en profite, parce que c'est des équipes qui parfois se tirent un peu la bourre, donc ça me fait plaisir qu'on se réconcilie sur un podcast. Ah, mais écoute, je vais te faire un aveu. L'autre jour, j'ai une cliente qui me dit, elle est dirigeante d'entreprise. Moi, je m'occupe de son marketing. Donc, on a fait toute la stratégie, le positionnement. Et là, elle me dit, un peu gênée, Sandy, est-ce que ça t'embête si je propose à ma directrice commerciale de venir? Et je fais, mais carrément pas, mais fais l'avenir. Pourquoi je l'ai pas vu avant? Non, j'ai dit, mais oui, il faut qu'on soit autour de la même table. Donc, je te raconte l'anecdote parce que je me dis, il y a encore des gens qui pensent qu'on doit pas se parler, mais, ou genre qu'on n'a pas envie de se parler, mais pas du tout. Donc tu vois, regarde, la preuve. Et tu vas voir en plus, le thème des partenariats pour moi c'est très moderne parce que ça dépasse complètement les silos et en fait dans les entreprises aujourd'hui, c'est entre le marketing, les ventes et le product. Donc c'est vraiment une triplette de parties prenantes. C'est pour ça que souvent c'est les dirigeants qui impulsent le truc et après il y a les 3 directions qui doivent bosser ensemble parce que les partenariats, ça aide à créer un meilleur produit, à trouver des clients et aussi à mieux se vendre et à faire un meilleur marketing en s'associant à des marques, qui ont, la bonne image, en tout cas celle qui va pousser aussi ta propre marque. Est-ce que tu peux nous dire, juste en introduction, pourquoi, à ton avis, en 2024, cette stratégie de développer un réseau de partenariats commerciaux, c'est pertinent? Alors il y a plein de tendances qui se croisent, qui sont intéressantes. Aux États-Unis, si vous voulez briller en société, on appelle ça near bound, c'est-à-dire near, c'est ce qui est proche en fait, N-E-A-R, ou ecosystem led growth, donc c'est un mot, un peu savant, qui veut dire s'appuyer sur son écosystème, donc ce qu'on a à côté de soi, pour grandir. Un peu comme un écosystème, naturel où en fait il va y avoir des interdépendances entre, les arbres, les feuilles, le machin, les insectes, les animaux. Et du coup, pourquoi c'est moderne? Parce que les coûts, d'acquisition ont explosé et donc en fait, ça, l'entreprise n'est pas maîtresse de ces coûts-là, donc faire de la pub, en ligne, les coûts de prospection aussi et en plus, les gens sont devenus beaucoup plus critiques sur, la prospection outbound, automatisée, notamment les spams et cetera et donc on se dit: «Ben, on trouve que c'est plus difficile d'aller cibler ses clients et donc il faut, prendre d'autres stratégies pour les trouver là où ils sont» et souvent, c'est beaucoup plus facile d'aller conquérir des clients, d'un produit similaire ou ami au nôtre, que d'aller comme ça dans la jungle avec sa machette, trouver des clients froids, dans un monde adverse où c'est pas facile de prospecter et vous voyez bien tous les jours le nombre de spams que vous recevez dans vos boîtes mail, le pro ou sur LinkedIn de mecs, ou de filles qui te rajoutent: «Bonjour bidule» et hop, qui te vendent un truc, c'est insupportable. En plus avec l'IA, ça va encore s'accélérer. Donc la stratégie des partenariats, elle est beaucoup plus, friendly, beaucoup plus moderne et beaucoup moins coûteuse parce qu'on va mutualiser les efforts avec les autres marques, par exemple avec ses partenaires et donc certes, c'est un petit peu plus long à enclencher, mais par contre, c'est plus durable et c'est moins cher. Beaucoup de raisons de s'y mettre, en tout cas. Écoute, oui, après je ça va pas être facile parce que qui dit partenariat, dit, faut que les 2 travaillent, mais il y a des techniques pour ça et en tout cas, je pense que c'est une bonne corde à son arc à rajouter parce que je pense que bon, le marketing classique, la vente classique, les boîtes font déjà tout ça,
Mais est-ce que tout le monde a une vraie stratégie de partenariat? Ça, j'en suis moins sûre. J'en suis moins sûre aussi. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'ai encore une petite question pour bien qu'on mette un cadre et surtout qu'on coupe un peu la tête, à certaines idées reçues. C'est est-ce que, les stratégies de partenariats commerciaux sont uniquement destinées aux grosses entreprises? Alors, ben non, pas du tout, parce que tu m'as présenté maintenant dans ma casquette d'aujourd'hui, je suis solopreneur, donc je suis une petite entreprise et moi, j'utilise les partenariats tous les jours. Et justement, plus tu es petit, plus tu as besoin de partenaires parce qu'en fait, moi, je peux pas me payer, une équipe de 15 commerciaux qui vont prospecter pour moi toute la journée. Donc je spot, des partenaires qui sont plus gros que moi pour essayer de faire quelque chose ensemble. Par exemple, on peut faire un webinar avec une autre marque pour profiter de la force commerciale de l'autre marque et être présent au webinar et avoir des personnes qui nous voient. On peut aller sur un forum ou un salon ensemble et mutualiser un stand au lieu de payer plein pot soi-même. Donc, j'ai envie de dire, indépendant, TPE, PME, c'est idéal de faire des partenariats et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Cet écosystème est assez dynamique, chez les petits entrepreneurs. Merci, merci d'avoir insisté sur ce point. Beh, parfait, bah, écoute, je te propose qu'on commence. Aujourd'hui, je pars de zéro ou de presque zéro. Qu'est-ce que je dois faire pour commencer à développer? Et ensuite, tu l'as déjà un peu dévoilé, il faut développer, mais animer également sa communauté de partenaires. Comme souvent, j'ai envie de te dire, il faut faire un peu un audit ou un mapping de son écosystème. Enfin, en gros, première question que j'ai envie de vous poser, c'est: ça va vous servir à quoi les partenariats? Vous recherchez à atteindre quel objectif? Il y a 3 objectifs possibles. Un, renforcer votre produit. Donc, par exemple, vous êtes un logiciel ou un SaaS et il vous faut des nouvelles fonctionnalités. Plutôt que les construire vous, ça va vous prendre un temps fou et des ressources énormes. Est-ce que vous pouvez pas trouver un autre logiciel qui fait ça et faire un partenariat? C'est ce qu'on appelle les features ou les intégrations et tu sais, les gros font ça tout le temps. C'est pas que les gros, moi hier soir j'étais, à un événement organisé, par un client avec un partenaire. Alors ils ont un logiciel, ils sont distribués dans pas mal de pays, mais c'est pas un des plus connus au monde parce que c'est très niche et en fait, c'était pour annoncer un partenariat avec une autre petite entreprise, mais ils sont sur un secteur de niche et ils se mettent ensemble. C'est vraiment un partenariat technologique pour pouvoir ajouter une feature, donc une fonctionnalité au logiciel. Donc c'est hyper pertinent ce que tu dis et ça, c'est vrai que ça fait gagner du temps. S'associer au lieu de construire en propre. Voilà, donc ça, c'est la première idée et ça, c'est plutôt généralement dans votre dimension produit quoi ou chez les techs ou les gens comme ça. Deuxième objectif que vous pouvez atteindre, c'est la notoriété, la visibilité, la l'awareness, enfin toutes ces choses-là. Donc là, c'est plutôt qui a une belle audience où je pourrais être facilement, visible et donc là, c'est des partenariats, soit de branding, soit de contenu. Ça se fait beaucoup. Écrire un livre blanc à 2, créer un événement ensemble, par exemple, organiser un salon ensemble, créer un podcast, passer dans le podcast de quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce genre de partenariat, d'image. Donc là, souvent, c'est plutôt piloté par la com ou le marketing et enfin, le troisième objectif, ça va te parler, c'est trouver des clients tout simplement, c'est-à-dire profiter des réseaux de vente d'une autre marque pour se faire vendre auprès des clients et là, il y a plusieurs dispositifs. Vous connaissez peut-être les revendeurs. Donc, typiquement, je vais m'intégrer dans un catalogue d'offres qui est vendu par quelqu'un d'autre et du coup, bah, je suis vendue. Typiquement, je vais vendre mon appareil électroménager, chez Darty. Donc, bah, Darty, c'est un revendeur pour moi, donc c'est important que je sois dans les Darty. Il y a, des marques entières qui fonctionnent aussi par, de la vente indirecte. Par exemple, HubSpot qui est revendu par des intégrateurs qui sont des entrepreneurs indépendants comme ça, qui vont aller plugger le logiciel dans, les boîtes. Donc tu vois, on n'est pas toujours obligé de construire son propre supermarché ou sa propre force de vente pour vendre ses produits. On peut très bien, s'appuyer sur d'autres personnes pour vendre notre produit. Bah, typiquement dans la vie quotidienne, ça te fait penser peut-être à genre, Thermomix. Tu vois? C'est un truc plus simple, c'est pas HubSpot, mais ils ont pas fait de vente directe. Tu peux pas acheter le truc, tout seul. Tu t'appuies sur des ambassadrices. C'est vrai, alors je ne suis pas équipée, je vais faire un aveu, je ne suis pas équipée, de Thermomix, mais je vois très bien ce que tu veux dire, c'est que certaines marques se sont entièrement, développées sur de la vente indirecte et ça, moi, je l'ai vu, quand je travaillais, par exemple, dans l'automobile. Le business model, c'était, je dirais que 90 de ce qu'on vendait, c'était en indirect. C'était pas un réseau de distribution. C'était pas, nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas la force de frappe, en fait. Quand tu vas à la conquête de pays aussi, alors moi je l'ai beaucoup vu aussi, par exemple la franchise aussi, c'est une façon de faire de la vente un peu indirecte parce que, bah, tu t'appuies, sur un réseau de partenaires, franchisés et ils ont, c'est pas exactement complète comme ta marque, mais du coup, ils te rémunèrent tu les rémunères pour ça.
Exactement. Alors ça, j'ai jamais testé moi la franchise, mais on a un épisode de My Marketing Podcast qui est dédié, à ce sujet d'ailleurs. Je mettrai la ressource. Alors je ne sais pas encore s'il sortira avant ou après celui-ci, mais s'il sort, quoi qu'il arrive, avant ou après, on mettra le lien, parce qu'il est, c'est un épisode qui promet d'être hyper complémentaire à celui-ci. OK, donc si je m'intéresse vraiment aux partenariats commerciaux pour, trouver, des clients, est-ce que tu as une recommandation sur le meilleur modèle à adopter entre revendeurs, donc revendeur/distributeur, franchise. Alors franchise, ça me paraît être quand même assez ambitieux, parce qu'il faut fournir beaucoup de choses quand on a, une franchise. Donc tu nous as dit, les distributions, les franchises et tu nous as parlé est-ce que toi tu comptes les apporteurs d'affaires comme des partenaires? Ah oui, bah, complètement, apporteur d'affaires, ça fait partie pour moi de la vente indirecte et en fait, tout ça, ça va dans le même sac de finalement, il y a des techniques de vente indirecte auxquelles il faut faire attention, si c'est pas votre force de vente à vous qui vend le produit, si c'est d'autres personnes et donc typiquement, ce qu'il faut, c'est considérer vraiment tout le travail d'animation de la vente indirecte. Parce que c'est pas comme si vous confiez vos produits, puis après vous en occupez plus, puis les mecs vont vendre. C'est pas leur produit déjà. Ensuite, ils gagnent qu'une commission. En plus, ils ont d'autres produits en portefeuille souvent. Donc, vraiment, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous allez les motiver à ce qu'ils vendent votre produit. Et il faut vraiment, moi, je suis une ancienne manager, je considère que un réseau de vente indirecte, c'est comme manager une équipe de commerciaux. Il faut les incentiver, c'est-à-dire qu'il faut leur donner des sous ou en tout cas du challenge, de la motivation et du coup, ça vous invite à réfléchir à des objectifs. À partir de combien de ventes c'est bien? Combien ils doivent vendre? Comment vous rémunérez? Est-ce que vous faites une commission et à partir de quand? Donc il y a des seuils, il y a des déclenchements. Ça veut dire aussi faire des paiements. Donc ça apporte une certaine complexité. Donc ça, c'est important. Deuxième idée, il faut leur donner, leur packager toute la science, pour qu'ils puissent bien vendre votre produit et que ça soit hyper, pratique pour eux. Donc en gros, vous ne devez pas que faire de la documentation produit, pour le client final, vous devez faire de la documentation pour eux aussi. Comment moi, Flavie, apporteur d'affaires, je peux vendre le Thermomix? Donc je dois avoir de l'information produit, je dois avoir des argumentaires, on doit m'expliquer tout ça et donc est-ce que vous allez faire des fiches? Est-ce que vous allez faire des vidéos? Et donc, vous devez snacker cette information, la rendre digeste. Envoyez pas un truc de 150 pages sur votre produit, tout le monde s'en fout. Et donc vraiment, faites un pas à pas. Qu'est-ce qu'ils doivent dire aux clients? Quelles sont les objections fréquentes? Comment ils doivent répondre? Quels sont les mots à utiliser pour vendre votre produit? C'est vous qui savez ça et voilà. Et donc enfin, dernière idée, ce que je conseille dans l'idéal, si c'est notamment des revendeurs récurrents, c'est d'aller les voir en situation, un peu comme un directeur commercial irait voir ses équipes pour, les écouter et les coacher et donc les corriger et améliorer un petit peu leur pratique. Si jamais c'est pas possible physiquement, vous pouvez faire des petits trainings aussi, donc avoir une sorte, d'académie en ligne ou de webinar mensuel où ils viennent, vous leur donnez de la science sur le produit, vous faites des jeux de rôle. C'est déjà pas mal de faire des jeux de rôle plutôt que rien. Ah j'adore cette idée parce que quand même quand on t'écoute, on se rend compte que si on veut vraiment que ça fonctionne, on doit être très impliqué dans l'animation de son réseau. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que tu as signé un contrat de partenariat ou parce que tu t'es tapé dans la main en disant: «OK, on est partenaire», bah, c'est bon, ton produit va être top of mind. Là, je vais être quand même hyper honnête, pour l'avoir expérimenté. En vrai, si on n'est pas derrière, les gens, ils te disent en face de toi: «Oui, oui, bien sûr, on va faire un super partenariat» et le lendemain, ils ont déjà oublié parce que il y a d'autres choses qui sont passées, parce qu'il y a des pa parce que tout simplement, il y a du business plus facile pour eux aussi. Ce qu'il faut le voir aussi, c'est qu'on est très court-termiste, et je m'inclus dans le lot, hein. C'est qu'on va forcément penser à vendre le truc le plus simple et le plus rapide, plutôt que ce partenaire qui, oui, a un gros potentiel, mais va demander quand même un effort supplémentaire. Je sais pas vendre son produit, je le maîtrise encore mal. Ça demande un effort supplémentaire. Donc ce que tu dis, c'est comme pour tout commercial, en fait, il va falloir beaucoup l'accompagner au début déjà pour être sûr qu'il te flingue pas ta marque. Moi, j'ai envie de dire aussi pour ça parce que c'est quand même un truc qui peut faire peur. C'est que si on vend mal ou on présente mal ton produit, tous tes efforts marketing, positionnement, et image de marque peuvent être, si c'est mal fait, tu peuvent en prendre un coup. Clairement, mais aujourd'hui, on a des moyens aussi, technologiques plus faciles pour faire ça. On peut faire des petites vidéos, on peut faire des petits audios, c'est beaucoup plus simple d'accompagner ces revendeurs. Après, je vous conseille de pas en prendre trop non plus parce que Voilà, c'est pareil, un point important que je voulais voir avec toi, c'est est-ce qu'il vaut mieux en avoir beaucoup ou pas beaucoup, mais genre, bien les bichonner? ben, le mieux, c'est toujours pareil, c'est vous allez, investir du temps en formation, donc faudrait mieux que ça soit une relation long terme plutôt que d'avoir des gens qui se remplacent. Alors, parfois, on peut pas faire autrement. Par exemple,
Les forces de vente supplétives en supermarché, tu sais, les gens qui font tester le saucisson, bon, bah, c'est des gens qui changent de job tout le temps parce que c'est pas le truc que tu fais, un job de carrière, donc tu le fais samedi après-midi, tu es étudiant et c'est que ça, c'est comme chez McDo. Si vous êtes dans ce cas de figure, c'est-à-dire ça change beaucoup, il y a beaucoup de turnover, faut que vous soyez hyper béton sur vos process. Donc en une feuille, on doit savoir comment, faire un Big Mac, comment vendre votre produit. Donc vous devez bosser plus la documentation. Alors que si vous avez un réseau d'apporteurs d'affaires plus haut de gamme qui va pas bouger pendant longtemps, par exemple des brokers en assurance, tu vois ce genre, les réseaux, tu sais, de vente banque assurance et tout ça, c'est des gens qui vont rester longtemps. Là, vous pouvez faire une relation plus sur la durée avec peut-être une soirée annuelle pour remercier, les meilleurs, vendeurs, des cadeaux, ce genre de choses, tu vois? Donc ça dépend en fait vraiment de ton business model. C'est clair. Et par contre, business model est d'accord, on l'a pas évoqué, mais c'est un point qui m'est souvent remonté parce qu'on me pose souvent la question: «Comment tu gères?» Contrat, pas contrat, comment on formalise tout ça? Parce que bon, moi, je suis pour la confiance, mais je pense que c'est quelque chose qui peut avoir, qui peut être très risqué aussi. Écoute, moi, j'avais eu la chance d'interviewer, les Head of Partnership, donc ceux qui existent en tout cas dans les logiciels en France, dans les grosses startups, pour leur demander leurs, meilleures pratiques en partenariat, puisque j'ai créé une formation pour LinkedIn Learning qui s'appelle «Construire des partenariats fructueux». Donc si jamais vous voulez partir de zéro, vous pouvez la regarder, c'est gratuit. Ils m'ont dit: «Le contrat, ça vient après. D'abord, faut faire un premier test, un peu un petit doigt de pied dans la piscine». Donc parce que, par exemple, je vais te dire un truc, si tu me dis: «Ouais, Flavie, je vais vendre, ton podcast, dans tous mes magasins», OK, bon, super. Bah, déjà, vends-le dans un, on regarde comment ça se passe, si ça marche. Parce que c'est pas la peine de se prendre la tête à faire un contrat national, faire venir 2 avocats, se parler pendant, des plombes, des commissions, si vraiment déjà il y a pas d'engagement, des 2 côtés. Et souvent, la première chose que vous pouvez faire avec une marque pour sonder le terrain, c'est organiser un webinar ensemble. Et vous voyez, même quand on organise une toute petite chose, on voit tout de suite si l'autre a beaucoup de répondants ou si au contraire il vous ghoste, il vous rappelle jamais, il s'occupe du truc par-dessus la jambe. C'est un très bon indicateur de savoir si votre partenaire va, fonctionner sur la durée. Ouais, c'est un peu comme, quand tu fais travailler en équipe à l'école. Tu as les passagers clandestins là, tu sais, c'est ceux qui te laissent tout faire. Bon, bah, c'est peut-être un bon testing aussi, hein, une action ensemble. Alors ça peut être un webinaire, ça peut être un salon aussi, ensemble. Moi, je sais que souvent, ce que j'ai pu voir, c'est les gens qui se disputent tout de suite pour partager les frais. Tu vois déjà que si tu en es là à te partager, à te tirer dessus, pour, 50 balles, bon, bah, tu te dis le partenariat est pas forcément sur les meilleurs auspices. Après, tu fais un contrat, bien sûr, surtout pour les choses financières, la rémunération, et puis aussi le contrat, mine de rien, ça permet de se redire, quel est notre objectif commun. Et donc, tu l'as dit, ben, un partenariat, c'est vraiment, à quoi tu sers, à quoi je vais te servir, et voilà, et ça permet aussi d'être sûr qu'on met les moyens aussi d'atteindre cet objectif. Hyper intéressant. Ce que j'aurais voulu voir avec toi, parce que c'est une question souvent qu'on m'a posée, c'est comment je donne envie à un partenaire de me revendre? Parce que je suis petit et que lui, il est plus gros? Ou parce que finalement, est-ce qu'il a vraiment besoin de moi pour vivre mieux? Est-ce que tu as des tips pour choisir et pour donner envie à des partenaires de nous revendre? Oui, il y a pas que l'argent dans la vie, parce qu'on pourrait payer plus, mais parfois ça suffit pas. Par exemple, surtout quand des partenariats d'image, tu vois, entre une marque, plus avancée que vous et vous, ça va être compliqué. Enfin, ils font pas forcément ça pour l'argent. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, j'ai négocié des partenaires en leur, proposant un angle mort, en leur disant, par exemple, j'en sais rien moi, «Moi, je suis forte sur LinkedIn, alors que sur votre sujet, vous êtes fort sur Instagram. Ça pourrait être intéressant que moi, j'en parle à, mon réseau sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça renforcerait votre marque auprès de telle cible qui est plutôt sur LinkedIn». Donc en gros, quand je fais ça, je suis en train de leur ouvrir la porte sur un truc qui n'ont pas forcément, bien verrouillé de leur côté parce qu'on peut pas être présent sur tout. Donc parfois, on est petit, mais on a un truc de niche que l'autre n'a pas. Donc ça peut être une très bonne façon de négocier ou, je suis présente en Allemagne et vous en Espagne, du coup, il y a peut-être des choses à faire, tu vois? Pour les personnes qui sont implantées d'un point de vue international. Ça peut être une idée pour négocier. Et après, bien sûr, s'assurer d'avoir une bonne rémunération, c'est-à-dire, avec le critère de rémunération qui intéresse l'autre. Donc, si c'est de la vente, un vendeur, un apporteur d'affaires, c'est, la commission d'apport d'affaires. Et souvent, je vois des marques sur, Malte, par exemple, qui me contactaient: «Oui, on cherche machin, des apporteurs d'affaires payés à la commission, zéro fixe». Moi, je trouve que c'est pas bien ça, parce que quand tu es payé que à la commission, si le mec sait pas te vendre, il va pas faire de vente et après il va se démoraliser et il te vendra plus jamais.
Alors que si tu payes un fixe en plus, tu vas passer en haut de la pile des bons produits. Alors donc faut mesurer comme ça le coût d'opportunité. Faut pas se dire: «Ah parce que c'est gratuit, bah, c'est bien, le mec va me vendre». Bah non, si c'est pas motivant pour vous, il va vous abandonner et vous serez pas vendu. Donc au final, l'objectif d'un partenaire, c'est quand même de te vendre, c'est pas d'économiser. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'avais jamais envisagé que tu pouvais payer un fixe à des apporteurs d'affaires, par exemple. Tu vois, hein, je dis payer un fixe, mais ça se trouve, c'est autre chose qui les intéresse. C'est peut-être que tu, les mettes dans ta newsletter, que tu en fait, il faut regarder pas que l'argent et il faut regarder tous les services intéressants de la marque pour voir ce qu'on peut filer. Peut-être qu'ils veulent être invités à ta soirée annuelle ou, venir au salon de l'auto ou j'en sais rien, tu vois? Ça peut être des choses comme ça parfois, aussi simple Oui, que ça ça. peut être des avantages autres que financiers, quoi. Avantage en nature, bien sûr, un produit, offert, ce genre de choses. Flavie, est-ce que tu pourrais nous partager une expérience d'un très mauvais partenariat que tu as peut-être vécu et à l'inverse, ce que tu as vécu, un partenariat qui a été très, très, très intéressant pour les 2. J'imagine qu'en général, pour que ce soit un bon partenariat, il faut que les 2 se sentent, bien. Est-ce que tu aurais les 2 exemples, qu'on puisse se comparer, ce que c'est, un bon et un mauvais? Bah, écoute, je vais te prendre un exemple, venu d'un de mes clients, une marque avec qui je suis partenaire parce que j'avais fait le débrief, avec, Abi. Tu sais, donc Abi, c'est un logiciel comptable et ils font plein de partenariats dans l'univers freelance et tout et du coup, j'avais interviewé Lou, Cernaglia, la directrice marketing, pour lui demander, c'était quoi les red flags et les green flags quand on choisit ses partenaires et notamment des influenceurs aussi et autres. Elle m'avait dit donc, dans les mauvaises expériences, le manque de fiabilité. Donc attention, votre partenaire, s'il s'engage sur des trucs, il doit les faire. Donc, je serai présent dans tel machin. Donc vous demandez un reporting, hein, c'est pas le Far West. On a quand même des engagements. S'il doit aller sur telle région, se déplacer, dans tel magasin et cetera, comment va-t-il rendre compte de ses activités? Autre, c'est bien sûr l'image de marque, hein, donc, la personne. Comment être sûr qu'elle va présenter convenablement votre produit et votre service? Ça, c'est clé, hein. Toi, tu es directrice marketing, tu vas pas me dire le contraire parce qu'on parle souvent de la vente, des taux de concrétisation et je prends l'exemple de la prospection. On va dire: «Bah, ouais, mais la prospection automatisée, c'est pas cher pour vendre». Bah, d'accord, mais est-ce que ça détruit pas un peu ta marque aussi quand toute la journée tu spammes des gens? À long terme, il y a une érosion, ça c'est sûr. L'impact du spam et des machins, pénibles que tu reçois dans tes boîtes mail. Donc tu vois, on regarde qu'un bout de la lorgnette. On regarde les ventes, mais on regarde pas tout ce que ça dégrade aussi comme marque. Ben, du coup, pour moi, un mauvais partenaire, c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qu'il va dire de ta marque et donc vous devez exiger qu'il soit en maîtrise du wording et de vos brand books, hein, il peut pas y aller à la one again, «Non, je fais ma sauce, je» non, un bon vendeur, ça fait pas sa sauce. Ça connaît, les argumentaires du produit et après ça sait faire preuve d'improvisation, mais il maîtrise quand même le truc. Il a appris le produit ou les techniques de vente que vous lui avez recommandées et à l'inverse, un bon partenaire, c'est quelqu'un qui fait preuve de transparence, qui n'hésite pas à montrer les chiffres d'une opération, à faire du partage d'écran. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui met les choses sous le tapis, voilà et c'est aussi quelqu'un qui est capable d'écouter le feedback et de discuter. Donc fixez-vous des points réguliers avec vos partenaires, un peu comme un manager mensuel. «Comment ça va toi? Et nous, comment ça va? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on doit arrêter? Qu'est-ce qu'on doit continuer?» En fait, c'est vraiment du gros bon sens, ce que je te dis, mais je te jure, parfois les gens oublient, se disent: «Bah, tiens, j'ai confié à une tierce, partie, une partie prenante», un peu comme quand tu confies une mission à un freelance. Bah, tu le manages pas au quotidien, mais quand même il te rend des comptes et toi, tu lui dis un peu ce que tu attends de lui. Donc c'est pareil avec un partenaire. C'est exactement pareil. En fait, pour moi, c'est que ton équipe commerciale externalisée, c'est peut-être moins engageant dans le sens où c'est sûr que c'est pas comme s'ils sont salariés ou après tu as un cadre légal qui est mis autour. Mais je te rejoins, ce que je trouve hyper essentiel, moi je trouve que c'est la communication. Ce que je supporte pas, c'est les gens qui te répondent plus ou qui te répondent quand ils ont le temps. Alors c'est sûr ils travaillent pas que pour toi, hein. C'est un peu la différence entre un partenaire et un salarié, c'est que je vais pas dire le désavantage, mais ce qu'il faut avoir quand même, en tête, c'est que en général, ce sont des personnes qui vendent ou leurs propres produits ou des produits d'autres marques. Est-ce que toi, tu as des recommandations sur est-ce qu'il faut demander une exclusivité, genre tu as pas le droit de vendre d'autres solutions concurrentes à la mienne? Sans savoir précisément dans quel cadre on s'inscrit, je saurais pas trop te dire, mais oui, je pense que c'est Bah, nécessaire. par Par exemple, si exemple c'était moi, My Marketing Experience, j'ai un partenaire, admettons, c'est un partenaire qui est, une agence web, parce qu'on sait souvent les agences web, elles peuvent dépister, des problématiques chez des clients, par exemple de positionnement, où ils ont pas d'offres, où ils font un site internet, mais en vrai, ils ont rien à dire parce qu'ils savent pas ce qu'ils vendent. Ça arrive, hein, quand même. Est-ce que si demain j'ai, ce type de partenaire,
je peux exiger qu'ils ne recommandent que My Marketing Experience et ils ne vendent que My Marketing Experience. Alors, je pense que tu peux avoir des exclusivités, mais que c'est plus cher. Et puis après, attention aussi, comment dire, à la typologie de clients, parce que c'est difficile d'avoir un seul produit qui va à tous les clients. Donc en fait, le revendeur, il va être face à plusieurs cas clients. Et typiquement, moi, par exemple, je recommande des marques pour les freelances. Il y en a certaines qui sont un peu concurrentes, mais elles sont un peu différentes aussi. Et moi, je ne me verrais pas recommander un seul type de comptable, alors que d'un côté, il y a des micro-entrepreneurs et de l'autre, il y a des gens en société. Donc, j'ai besoin de plusieurs types de services de comptabilité. Il y a quelques chevauchements, mais l'un dans l'autre, ils sont pas vraiment hyper concurrents. Voilà. Donc, moi, je dirais pas de concurrence frontale. Exclusivité, ça se négocie. Et accepter aussi quand même qu'on s'inscrit dans un écosystème où il n'y a pas que vous qui êtes le bon produit. Ça n'existe pas le produit qui va à tout le monde. Donc, il faut quand même que le revendeur, il est dans son portfolio un truc convenable pour ses clients. Tu vois, le devoir de conseil d'abord. Écoute, ça me fait trop plaisir que tu répondes ça parce que c'est exactement ce que je pense. C'est que moi, jamais j'accepterai de revendre en exclusivité, un prestataire parce que je pense qu'il y a pas un, one size fit all, du service et que, ce qu'il faut, c'est garder aussi son indépendance ou au moins même j'attendrai que mon partenaire dise: «Ce n'est pas la bonne entreprise pour vous», plutôt que de créer de la déception en revendant absolument ma solution. Finalement, tout le monde va dire: «Bah non, en fait, c'était pas pour moi, c'est pourri». Parce que c'est ça aussi, c'est la personne qui veut vendre absolument et qui te vend à la mauvaise personne, ça peut te porter préjudice en tant qu'entreprise. Ouais, c'est ça. Et là, il y a l'autre scope qui est, expérience client, service client, tout ça, qui est encore un autre domaine dont on n'a pas parlé, mais qui peut être concerné aussi par les partenariats, clairement. Donc c'est top, ça va, c'était pas un piège, hein, mais ça me fait plaisir de me dire qu'on est hyper raccord, sur le sujet. Je pense qu'on arrive à la fin, mais c'est trop bien ce sujet. En fait, on pourrait en faire 4 heures de podcast, tellement il est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais nous partager une situation, une méthode où toi, les partenariats, ça t'a été hyper utile? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi dans ton business? Je voulais juste te donner deux trois chiffres aussi pour montrer que c'est pas que, du bon sens. Ça, c'est les CRM de partenariat aux États-Unis qui ont mesuré ça. Les deals, donc les affaires, se concluent 46 plus vite quand il y a un partenaire impliqué. Par exemple, si je te recommande à quelqu'un, nin, tu vois? Donc ça, c'est la vélocité. Ça, c'est intéressant dans un marché où, ça traîne, tu vois? Les affaires traînent. Donc si vous êtes en B2B, quelqu'un vous met en relation, ça, c'est vraiment excellent. Les deals aussi ont 53 de chances de plus de se conclure quand un partenaire est impliqué. Donc là, ça augmente les chances de closing. Pareil parce que, affinité, confiance, tu vois? Tu mets une partie de confiance ils sont déjà clients, voilà, ça marche au mieux. Et enfin, ça c'est très intéressant, si, vous avez, des utilisateurs issus d'un partenariat, ils ont 58 de chances en moins de vous quitter. Parce que et ça vient vraiment de la logique des SaaS. C'est que si je m'intègre à une solution, je récupère ces clients et en fait, plus on est intégré, plus pour les clients, c'est pénible de vous quitter. Parce qu'en fait, vous êtes vraiment devenu une partie de l'écosystème qu'ils aiment bien. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que la pensée écosystémique dans le business, elle est essentielle. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans un écosystème de produits que les gens adorent, bah, ils vont pas vous quitter. Et ça, le churn aussi, l'attrition, c'est indispensable dans le business. Moi, j'intervenais plus sur le closing, mais les partenariats, ils servent aussi à boucher le trou de la Il s'est baignoire pour c'est ça. les clients qui Ah, il sont. sert et à amener dans le tunnel, hein, et à amener des clients et à mieux les convertir et en plus, il te les fidélise. Donc en fait, clairement, c'est un dispositif que je pense si vous n'avez pas, encore mis en place, c'est nécessaire de commencer à l'explorer. Moi, je pense que Flavie, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un système magique et tu l'as dit au début, ça prend du temps. Ne vous précipitez pas à essayer de tout construire en 3 mois parce que là, c'est le pire moyen de vous casser les dents et puis de plus en pouvoir déjà. De vous brûler vif. Mais par contre, construire dans la durée et commencer à construire aujourd'hui, bah, j'ai envie de dire avec déjà un partenaire. On commence par un, c'est déjà bien d'en avoir un. Et après, on augmente. Moi, j'ai tout testé. Alors, tu me disais qu'est-ce que j'ai testé? Et il y a des choses assez faciles à mettre en place. Par exemple, l'affiliation. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a un gros volume de visibilité ou d'affaires et cetera, qui pourrait être affilié et vous envoyer des clients? Beh, ça, c'est une forme de partenariat basique, hein, mais qui est très efficace. Moi, je le fais pour mes produits high ticket à 4 000 à 5 000 € parce qu'à chaque fois que quelqu'un m'apporte sur un plateau un client à 5 000 €, c'est un énorme effort commercial et économisé pour moi. Donc ça, c'est top. Et puis, après je trouve aussi, ce qui a marché pour moi, c'est que le partenariat, j'ai vraiment l'impression quand ça marche bien, hein, c'est pas tout le temps, mais que c'est vraiment un jeu, win-win-win. Par exemple,
tu trouves des clients grâce au partenaire, le partenaire renforce ton image de marque et en plus, ça te facilite le travail. Et donc typiquement, moi, quand je fais un épisode Le Board avec une marque, je parlais d'habits ou ça peut être Number, là, mes partenaires du moment, ça me crée du contenu, intéressant pour mon public. Je prends du plaisir parce qu'ils m'apportent des connaissances en plus sur le marché et quand en plus ils vont publier l'épisode, ça va me faire de la nouvelle audience et enfin grâce à tout ça, ça va générer des clients pour eux et puis de l'audience pour moi. Donc tu vois, c'est vraiment le truc idyllique où en fait tout le monde est gagnant, mais parce qu'aussi on a pris un peu le temps et on s'est un peu embêté à réfléchir à un partenariat, intelligent. Un partenariat intelligent est toujours tourné vers le client final, l'audience, pour lui apporter de la valeur. Donc moi, ce que je trouve qui marche pas du tout, c'est quand tu as 2 partenaires côte à côte qui essayent absolument de vendre à tout prix tout de suite. Ça, je pense que c'est la plus grosse erreur parce que limite, on les trouve concurrents, où ils essayent tous de ça devient la foire en fait, tout le monde essaie de vendre. Ça, c'est un truc que j'ai souvent vu dans les partenariats et je pense profondément que ça ne marchera pas si on pense comme ça. Il faut vraiment que les 2 partenaires aient la même logique et la même démarche de se dire: «On va essayer d'apporter quelque chose de différent, de s'allier pour apporter beaucoup plus de valeur ensemble», pour se différencier et puis derrière évidemment avoir un retour sur investissement. On est tous là pour ça, mais d'être dans une démarche quand même plus, c'est vers le client qu'on va essayer de gratter au maximum. Bah, d'où le côté direction générale, parce que quand tu impulses le truc et que tu mets tout le monde autour de la table, tu es sûr que ton partenariat, il va être plus équilibré et ce sera pas que le directeur produit ou que le directeur marketing ou que le directeur sales qui vont penser qu'à leur petit objectif. Exactement. Bah, écoute, un grand merci Flavie, d'avoir partagé ça avec nous. Flavie, si je veux, te suivre et en savoir plus sur toi, sur le board, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Où je te trouve? Eh bien, écoute, tu peux me suivre, sur LinkedIn, Flavie Prévost. Je pense que c'est surtout là que je partage, beaucoup de sujets sur le soloprenariat, mais bon, aussi de temps en temps mes formations que je fais pour LinkedIn Learning ou autres. Ça marche. Bah, écoute, on mettra ça en description et on mettra aussi peut-être la formation LinkedIn Learning que tu as faite sur les partenariats, parce que c'est gratuit, hein, donc tant qu'à faire, si on veut se renseigner encore plus, beh, hop, un lien et on vous saurez encore plus. Un grand merci d'avoir été avec nous. À très bientôt et à tout le monde, ben, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt.